Salut l'équipe, comment ça va vous? Bon, il y a à peu près de ça un an, je suis parti pendant 6 mois avec 2 potes en Asie du Sud-Est. J'ai voyagé à travers le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, puis la Malaisie. Au bout du 5e mois, j'avais envie de découvrir quelques mégalopoles asiatiques. Je suis donc parti à Singapour, Hong Kong et j'ai fini mon périple par Séoul. Mais pour cette vidéo, on va surtout se concentrer sur Hong Kong. Cette envie de visiter Hong Kong, elle me vient de cette vidéo. C'est une vidéo de plan en drone qui survole la mégalopole et qui est réalisée par Timelight Pro. Je crois même que c'est cette vidéo qui m'a conforté dans l'idée que je voulais continuer de faire de la géographie, de la cartographie, et ça m'a même donné envie de faire du drone. Ce qui m'intriguait et ce qui m'excitait le plus dans les mégalopoles asiatiques, c'était cette idée de verticalité du territoire. L'idée qu'il n'y ait pas seulement que de la vie à côté de toi, mais aussi au-dessus et en dessous de toi. Un monde où on se perd au niveau des buildings sans vraiment savoir si on est encore au niveau du sous-sol ou déjà au niveau plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2. Pour petit rappel, Hong Kong c'est 7,30 millions d'habitants avec une densité de population de 6700 habitants par kilomètre carré, allant parfois jusqu'à 40 000 habitants par kilomètre carré dans certains quartiers comme celui de Kowloon. À titre de comparaison, New York c'est 10 194 habitants par kilomètre carré, Londres c'est 5 490 habitants par kilomètre carré, et Paris c'est 20 054,1 habitants par kilomètre carré, ce qui la place théoriquement 7e ville la plus densément peuplée au monde face à Hong Kong, à qui on lui attribuerait la 10e place dans un classement des villes les plus densément peuplées. En réalité, si Hong Kong elle a une si petite densité de population par rapport à Paris, c'est que seulement 25% de son territoire est urbanisé. Le reste, c'est tout simplement constitué de montagnes, forêts et réserves naturelles. À titre de comparaison, par exemple, à Paris, selon le ministère de la Transition écologique, on estime que 84% du territoire est artificialisé. Ce qui m'avait pas mal surpris à Hong Kong et ce qui avait pas mal surpris pas mal de backpackers qu'on avait croisés, c'était à quel point la ville elle est dense en termes de hauteur, que ce soit en centre-ville ou bien même en bordure de ville. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas retrouver comme en France une verticalité du territoire qui est progressive avec en périphérie des villes des zones pavillonnaires. Pour la petite histoire, si Hong Kong elle a évolué de la sorte, c'est à cause de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que si 25% du territoire est urbanisé, comme je l'ai dit avant, ça veut également dire que 75% du territoire de Hong Kong est composé de collines ou de montagnes, souvent très escarpées et du coup non constructibles. Ça va donc forcer le foncier naturellement à construire en hauteur plutôt qu'en largeur. Le deuxième facteur, c'est qu'à Hong Kong, les terres elles appartiennent à l'État. Et l'État, il la loue sous forme de concession, il ne la vend pas. Ça permet à l'État de maîtriser strictement l'usage du sol et d'optimiser le rendement du foncier en poussant à la densité maximale. Logiquement, du coup, le prix du foncier il est très élevé, ce qui rend la construction de zones pavillonnaires économiquement non viable. Et enfin, depuis les années 1970, Hong Kong elle a développé des villes nouvelles en périphérie, appelées New Town en anglais. Ces villes, elles sont conçues en hauteur dès le départ, avec une planification dense autour des gares. Du coup, même en périphérie, les quartiers sont directement pensés comme des grappes de tours bien connectées avec des services intégrés. Puis je suis obligé de passer là-dessus, mais je suis sûr que vous vous souvenez de cette fameuse photo qu'on a tous étudiée pendant nos cours de géographie au collège et au lycée, le fameux Monster Building hongkongais. Bon, et bah même si elle fait pas partie de la politique des Newton dans les années 60, ce bâti, il montre bien à quel point Hong Kong a toujours cherché à se surdensifier par la verticalité du territoire et non l'horizontalité comme pourraient le faire les États-Unis. Bref, maintenant que ça s'est posé, on va parler du 30 Map Challenge. Lors de mon retour en France, j'ai participé au 30 Map Challenge. C'est un challenge qui rassemble plein de cartographes de partout dans le monde et l'objectif c'est de produire une carte par jour pendant 30 jours. Ces cartes, on les publie ensuite. Alors historiquement, je crois que le réseau social c'était Twitter, et maintenant c'est devenu LinkedIn, enfin c'est surtout maintenant LinkedIn. En gros, c'est une sorte de gros marathon pour les cartographes, ça ressemble beaucoup au Inktober pour les illustrateurs. Et pour le 3e jour, j'avais produit cette carte de Hong Kong. C'était une carte assez basique qui traitait de la topographie de Hong Kong, et vraiment maintenant quand je la regarde, finalement avec un peu de recul, cette carte, comme je viens de le dire, je la trouve assez basique. En même temps, rappelons-le, il fallait que chaque soir après le travail, je produise en seulement quelques heures une carte et que j'en publie comme ça pendant 30 jours. Franchement, le rythme, il était assez dense. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps devant moi, ce que je vous propose, c'est de vous plonger avec moi dans mon travail de cartographe et de refaire du coup la carte du 3e jour en apportant quelques modifications supplémentaires. Je vais reprendre point par point les étapes clés pour construire la carte, ce qui va à mon avis durer plusieurs jours, et je vais vous expliquer un peu tous mes choix et comment je les réalisais. Et pour cette carte, on va utiliser 3 logiciels. Le premier, l'inévitable, QGIS. Franchement, s'il bug pas.
On va également utiliser un logiciel de DAO, donc dessin assisté par ordinateur. Dans mon cas, ça va être Affinity Designer, mais vous pouvez très bien utiliser Illustrator ou même si vous voulez pas mettre d'argent dedans, vous pouvez très bien utiliser Inkscape, qui est un logiciel open source. Et pour finir, on va utiliser Blender afin d'avoir un rendu 3D assez intéressant. Ok, la première étape, ça va tout simplement être de trouver, de chercher la donnée. Pour ça, en vrai, il n'y a pas 36 000 moyens, hein. On va juste taper Google Hong Kong topographie data. Là, l'objectif, ça va être de trouver un fichier en format TIFF. Les fichiers géoTIFF, c'est des fichiers en format raster, sauf que dans leurs métadonnées, en fait, il y a des informations qui concernent le système de projection et les coordonnées. En gros, ça comporte des informations spatiale. Ces fichiers raster, ils sont constitués de pixels qui ont du coup une valeur de surface qui est transposable sur le terrain. Je m'explique. Je prends un peu d'avance, mais dans la donnée qu'on va trouver et qu'on va télécharger, on nous indique que 1 pixel est égal à 1/50 millième. C'est-à-dire que 1 cm sur la carte est égal à 50 000 cm dans la réalité. Sur les fichiers TIFF, on observe également que chaque pixel possède une certaine nuance de blanc. Plus un pixel il est blanc, plus l'altitude correspondant à cette zone géographique elle est élevée. Ok, bon sur cette page j'ai trouvé un DTM de Hong Kong. DTM c'est l'abréviation de Digital Terrain Model qu'on peut aussi appeler en français MNT pour modèle numérique de terrain. Parfois vous pourrez également obtenir des DEM. DEM c'est tout simplement l'abréviation de Digital Terrain Model. La différence entre les deux elle résulte simplement du type de surface représentée. Pareil, je m'explique. Le DTM, il va représenter une surface qu'on dit nue, tandis que le DEM, lui, il va représenter, en plus du terrain, l'élévation des bâtiments ainsi que la végétation. Bon, alors ce qui est pas mal là sur ce site, c'est qu'on nous donne directement le système de projection lié à la donnée. Juste par contre, je viens de regarder sur QGIS et le fameux code EPSG 5738, il est pas du tout reconnu dans QGIS. C'est pas grave, on va essayer de contourner ce problème. Pour ça, quand je serai sur QGIS, je vais tout simplement réassigner la projection de mon DTM avec la projection 2326 de son petit nom, Hong Kong 1980 Grid System. Bon, ce qui est cool, c'est que l'avantage en plus de celui-là, c'est que l'unité de longueur utilisée, c'est le mètre. Donc ça va plutôt être pratique pour l'échelle. Ok, let's go. Bon, on passe désormais à QGIS. Ok, on importe vite fait notre fichier .tif, puis on réassigne sa projection avec celle de l'EPSG 2326. On passe maintenant à l'outil courbe de niveau. Alors en vrai, cet outil il est vraiment tout simple. Il va tracer automatiquement des courbes de niveau tous les X mètres selon l'intervalle qu'on va lui indiquer. Il suffit juste de renseigner cette valeur dans les paramètres de l'outil de géotraitement et il fait le reste. Et justement, on va paramétrer l'outil à 50. Je vais garder la même échelle que la carte du challenge. Juste si on laisse la valeur du paramètre décalage à partir de 0 à 0, on va avoir un petit problème. En fait, l'outil va prendre toutes les valeurs supérieures à 0 et non pas supérieures ou égales à 0. Pour pallier à ce problème, on va paramétrer l'option à 1, ce qui va forcer l'outil à prendre les valeurs comprises entre 0 et 1. Et hop, magie, l'outil, là, il fonctionne au top. Bon, comme vous pouvez voir, les courbes de niveau, elles sont assez crades quand même. Je vais donc passer à l'étape de généralisation, c'est-à-dire simplifier la forme des lignes ainsi que leur contenu pour l'adapter à une échelle de données tout en conservant l'essentiel de l'information. Ça sert à rien parfois de surreprésenter, ça va juste perdre l'œil du lecteur. Sur QGIS, pour ça, vous avez l'outil simplifier pour généraliser et lisser pour courber vos lignes. Je vais pas vous le cacher, ils sont assez rudimentaires. Autant sur ArcGIS, je trouve que les outils sont vraiment bien faits pour généraliser et simplifier la donnée, autant sur QGIS, je suis vraiment pas convaincu par les outils qu'on nous donne. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser l'extension Generalizer. Alors, il marche que avec les courbes, mais il fonctionne quand même assez bien. Sinon, vous pouvez faire comme moi, exporter vos couches un par un en format shapefile et les utiliser dans le site MapShaper, qui lui, vraiment, il est juste exceptionnel. L'outil, il est juste redoutable. Vraiment, MapShaper, c'est super bien conçu. En plus, vous pouvez généraliser en temps réel et juste ça fait de cet outil l'outil le plus puissant. Pour ça, on va devoir filtrer et exporter mes couches de niveau en fonction de leurs élévations. Je vais donc vous présenter la couche 1, 51, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701 et 801. Et ouais, du coup, il y a bien un +1 qui est rajouté à chaque fois. Ça, c'est à cause de notre petite triche. Avec le paramètre décalage à partir de 0, on a rajouté +1. On généralise tout ça sur MapShaper et on réimporte tout ça sur QGIS. De retour sur QGIS, je vais réimporter mes shapes et je vais les fusionner avec l'outil fusionner les couches vectorielles. Alors oui, on aurait pu directement exporter le shapefile correspondant aux courbes de niveau sans devoir les filtrer en fonction de leur valeur d'élévation. Mais malheureusement, MapShaper, il supprime toutes les valeurs dans les tables de données, c'est un peu bête. L'outil il est vraiment incroyable, mais c'est le seul point noir. On applique une petite symbologie,
Après généralement vu que je fais pas mes mises en page directement sur QGIS, je vais directement modifier tout ça après sur mon logiciel de DAO. Et puis voilà, bah, plus qu'à importer. Pour cette carte, je vais juste importer également un fond de carte OpenStreetMap pour redessiner les zones urbaines de Hong Kong à la main. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment trouvé de données très convaincantes là-dessus, avec parfois du coup des zones urbaines qui étaient beaucoup trop généralisées pour ce que c'était, ou alors beaucoup trop précises. Là, je pense que le temps de recherche, il sera supérieur au temps de dessin à la main, donc je vais tout simplement exporter un fond de carte OpenStreetMap et les dessiner à la main directement sur Designer. Bon, maintenant place à la réorganisation des couches. Ça va prendre quelques temps pour rajouter les zones urbaines et de supprimer tous les artefacts. Je pense en vrai, je vais juste finir ma soirée là-dessus. Puis moi, je vous retrouve à mon avis demain pour le reste. Bon, deuxième jour de tournage. En off, j'ai un peu avancé. J'ai récupéré le réseau routier sur le portail de données de Hong Kong. J'avoue que je savais pas trop où aller avec les zones urbaines, donc j'ai également pris la voirie en plus. J'ai quand même effectué un très gros tri sur OpenStreetMap pour garder seulement les voiries primaires et secondaires. Ça correspond à peu près, selon la légende, aux voiries en orange, rose et jaune. Puis j'ai ensuite sur QGIS directement fait un petit tri. J'ai cleané et j'ai lissé tout ça sur Affinity Designer. Je vais pas vous mentir, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Et enfin, on va passer à Blender 3D. Si vous travaillez sur un PC portable où vous estimez que vous avez peu de puissance, ça sert à rien de passer par Blender 3D. Blender 3D est un logiciel qui demande énormément de ressources et ça serait juste vouloir faire du mal à votre PC que d'essayer de faire un rendu 3D avec un PC qui tient pas le coup. Sur Blender, on va exporter nos groupes de couches qui correspondent à nos altitudes en SVG. Alors attention, pas en tant que Grease Pencil. Les couches s'importent en courbes, donc on va les transformer en mesh. On rentre ensuite en mode édition puis wireframe pour sélectionner toutes les vertices. On appuie sur M puis Merge by Distance pour réduire le nombre beaucoup trop colossal de vertices. Puis on va pouvoir appuyer sur F pour remplir la forme. Si on n'effectue pas une réduction du nombre de vertices, Blender il va être surchargé d'informations, il va pas réussir en fait à comprendre les formes du mesh. Une fois fait, on extrude la forme sur l'axe Z en appuyant sur E, puis dans le menu contextuel, on va paramétrer une hauteur de 0,1 m, ça me semble plutôt pas mal. Et puis maintenant, on va faire ça pour toutes les couches en rajoutant plus 0,1 de hauteur à chaque nouvelle altitude. Alors petite pause, je suis sûr qu'en passant par les Geometry Nodes, on pourrait en fait automatiser tout ce processus là. Mais en y passant quelques jours à fouiller les blogs et à tester, j'ai jamais vraiment réussi à avoir un rendu aussi propre que celui-ci. Du coup, en attendant de trouver la bonne méthode, je continue à faire ça à la main. Au final, c'est tout aussi rapide quand on a peu de couches. On va enfin pouvoir choisir une magnifique couleur qu'on va pouvoir attribuer à notre relief topographique. Pour ça, je recommande le site Coolors. Le site, il est vraiment bien foutu. Pour ce projet, je pense qu'on va partir sur celle-là. Le fameux Soft Lavender. Ouais, j'aime bien. Pour l'appliquer, on ouvre le Shader Editor et on crée un nouveau matériau. On va donc prendre toutes nos couches d'altitude et on va les joindre entre elles pour en former qu'un seul mesh. Puis on va pouvoir appliquer ce fameux Soft Lavender en ouvrant le Shader Editor. On crée un nouveau matériau, puis on rajoute un séparateur de coordonnées et on choisit Z pour que la hauteur du modèle influe directement sur la couleur. J'ajoute aussi un multiply pour augmenter la valeur de Z parce qu'elle est minuscule avec l'échelle de mon workspace que je pense que j'ai pas super bien optimisé. Et enfin, j'ajoute l'indispensable Color Ramp qui va me permettre de paramétrer ma palette Soft Lavender. Et bien sûr, on n'oublie pas de relier tout ça à la base color. Je vais ajouter maintenant une caméra orthographique en vue du dessus, ainsi qu'une lumière de type soleil avec une teinte légèrement orangée et un angle assez prononcé pour créer un effet de coucher de soleil. Une fois que tout est prêt, je règle le moteur de rendu sur Cycle et dans l'onglet Device, je vais sélectionner le GPU pour accélérer le calcul. Si vous avez une carte graphique, encore une fois, si vous n'avez pas de carte graphique, si vous avez juste un processeur, s'il est suffisamment bon, ça devrait faire l'affaire. Sinon, évitez, vous allez juste faire surchauffer votre PC, ça va pas lui faire du bien. Enfin, pour la résolution, je la pousse personnellement un peu loin, je vais choisir du 16 000 pixels, soit à peu près du 16K. L'idée, c'est juste de pouvoir zoomer très fort sur la carte, tout en conservant une excellente qualité d'image. Ça y est, on va pouvoir générer l'endu en tout simplement appuyant sur la touche F12. Bon, le rendu, il est assez lent, mais moi, avec un PC que je juge assez correct, il faut compter à peu près facilement 3 heures de calcul, donc vraiment, soyez patient. Si vous voulez générer un aperçu beaucoup plus rapide sans attendre des heures, vous pouvez utiliser le Viewport Shading qui permet de visualiser vos modifications en temps réel
soit également lancer un rendu test en basse résolution. Et voilà, vous avez votre carte générée par Blender. Une fois tout ça terminé, on va pouvoir fignoler tout ça sur Affinity Photo. C'est pas une étape obligatoire, vous pouvez tout simplement revenir sur Adobe Illustrator si vous voulez tout simplement rajouter titre, légende, orientation, source, etc. L'objectif ici en utilisant Affinity Photo, c'est tout simplement d'ajouter la voirie en format SVG en appliquant un léger effet d'incrustation et d'ombre interne sur le calque. J'ajoute aussi de façon assez subtile une texture de papier et un peu de grain, histoire de donner un peu plus de matière et de relief à l'image. Par la même occasion, je vais retoucher le contraste et la luminosité. Et voilà, maintenant à ce stade, votre carte, elle est prête. Vous n'avez plus qu'à rajouter votre titre, votre échelle, ainsi que les sources. Comme il s'agit de la cartographie d'un pays, l'orientation, elle n'est pas vraiment indispensable. Quant à la légende, étant donné qu'on est sur une carte d'illustration et pas sur une carte d'analyse, comme pourrait l'être une carte géol par exemple, je trouve que c'est pas vraiment forcément nécessaire de faire apparaître la légende de manière très visible. Je sais que je vais me faire des ennemis avec cette information et je m'en excuse. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Personnellement, je trouve que la carte elle est déjà assez compréhensible pour ne pas rajouter la légende. Par curiosité, j'ai également reconstruit la carte, mais cette fois avec des courbes topo tous les 25 mètres. Ça m'a demandé tellement plus de boulot, mais en vrai j'aime beaucoup le rendu. Et comme j'ai construit cette carte pour servir de support à un article, je vais demander à ChatGPT de m'aider à rédiger un petit texte sur la topographie de Hong Kong et son impact sur l'urbanisation. Là, l'idée, c'est vraiment de créer juste un exemple de présentation que je pourrais ensuite proposer à une maison d'édition. Pour ça, je vais utiliser le logiciel Affinity Publisher qui va me permettre en fait de m'aider à produire une mise en page. Et voilà le résultat. Ok, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous aurez compris à peu près comment j'ai construit ma carte. Surtout si vous n'êtes pas cartographe. Qu'est-ce que vous foutez là? J'espère que vous aurez quand même compris 2-3 notions. Si vous avez des remarques ou même des suggestions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, notamment à travers l'espace des commentaires. J'estime en plus qu'en cartographie, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, donc si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à en faire part. Je pense que ça pourrait m'aider moi, mais également plein d'autres personnes. Et puis bon, moi maintenant, je vais regarder quelques petits tutos sur le montage pour apprendre à monter tout ça. Et je crois que j'ai vraiment pas fini. À bientôt.